Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau talk. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef devant ce micro, non, petit pas de côté, car j'ai voulu qu'on parle d'un métier de l'ombre, agent de chef. Depuis des années, j'entends que certains chefs ont un agent, je vois des gens qui revendiquent ce titre et j'avoue que j'ai toujours trouvé ça un peu flou. C'est quoi être l'agent d'un chef? Le conseiller? L'accompagner? Mais sur quoi? Sur son image, sur sa cuisine, dans ses relations avec les journalistes, sur sa carrière? Bref, je voulais comprendre les contours de ce métier et celle dont le nom revient invariablement quand on parle d'agent dans la gastronomie en France, c'est celui d'Hélène Luzin. Sur Instagram, je la vois depuis des années, très proche des chefs, mais je ne comprends pas la nature de leur collaboration. Métier de l'ombre, on l'a dit, alors on va lui demander d'éclairer tout ça. Hélène Luzin a créé son agence en 2012, elle l'a nommée marque et chef. Tout est dit, son job c'est de faire le lien entre les marques et les chefs. Mais comment ? Et pourquoi on va découvrir son histoire et son métier, l'entendre nous décrire sa manière de travailler et comment elle aborde l'évolution de cette profession qu'elle a été l'une des premières à pratiquer. On est là pour parler des agents de chef. Et moi j'ai l'impression que tout le monde est agent de chef aujourd'hui. Oui, c'est un métier qui est effectivement... On va expliquer l'histoire. Hein. Très en vogue. Mais waouh, tout le monde est agent de chef. On peut enfin, je sais pas, mettre à terre cette idée, poser un coup de gueule dès le début de cet épisode. Poser un coup de gueule, non, parce que moi, je suis dans les pionnières, donc si tu veux, quand j'entends ça, ça me fait plaisir. Je me dis que finalement, j'étais assez visionnaire. C'est un petit peu grâce à mon mari, puisque lui, Olivier, travaille dans le cinéma. Et quand j'ai voulu un petit peu monter ma boîte, je savais pas trop vers quoi m'orienter, puisque je sortais de pas mal d'années avec mon père au magazine professionnel Le Chef. Et je voulais pas abandonner les chefs, donc j'ai cherché une idée. Et à l'époque, il y avait vraiment des attachés de presse. Bon, ça, je me voyais pas du tout faire ce métier. C'est pas possible pour moi. C'est impossible. C'est trop dur. C'est trop, je sais pas, j'aime pas du tout. Donc j'ai dit, il faut que je trouve une idée. Et mon mari qui est dans le cinéma me dit, mais Hélène, dans le cinéma, tous les acteurs ont un agent. Donc pourquoi ça serait pas la même chose dans la cuisine? Il me dit, teste l'idée sur 4-5 potes à toi et tu verras ce qu'ils te disent. Donc dans l'histoire avant, il y avait quand même cette forme d'héritage, cette connaissance du milieu par ton expérience au magazine. Et donc, ça a glissé. Finalement, ma vie, c'est un peu le formidable mariage entre l'héritage de mon père et ce que m'a donné mon mari, c'est-à-dire... ce côté d'agent, de pas avoir peur, de se dire ok, les chefs aujourd'hui sont des gens reconnus, mais attention, on se replace dans le contexte. Moi, j'ai monté ma boîte en 2012. En 2012, il y avait pas autant de starification qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les chefs sont vraiment désirés. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de business autour des chefs, et forcément, plus il y a de business, plus il y a de protagonistes qui se mettent à faire ce métier. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent être agent de chef aujourd'hui, mais ça dit aussi quelque chose de la porosité de la frontière entre certains métiers. On parlait du métier d'attaché de presse, par exemple. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il y a des attachés de presse, qui conseillent un peu. Tout à fait. Des agences de com qui conseillent un peu. Et donc, parfois, je me dis, mais on sait plus qui fait quoi, en fait, et quel est le métier de chacun. Alors, je te rassure, les chefs savent très bien la différence entre un attaché de presse et un agent, puisque clairement, nous, les agents, on rapporte de l'argent. Donc, faut quand même se dire qu'on est un atout financier. On rapporte des contrats, mais le problème, entre guillemets, d'avoir autant d'intervenants, c'est que ça casse un peu le marché, moi je trouve. Moi, je reste quand même sur des chefs d'un certain niveau, c'est-à-dire que tous les chefs de mon agence sont au moins étoilés. Je reste sur mon héritage gastronomique, donc avec vraiment cette volonté de faire de la gastronomie Michelin, en fait, parce que c'est vraiment ça. C'est des chefs qui sont ambitieux. Et finalement, les contrats avec les marques leur permet en fait de se développer aussi, même dans ta créativité, même quand tu t'associes à une belle marque, c'est agréable. Enfin, je veux dire, quand t'es avec une très belle marque de whisky, je vois qu'Ekobayashi, on a fait donc Ekobayashi 3 étoiles Michelin, avec qui je bosse depuis le début. On a fait un partenariat avec Johnny Walker où ils ont carrément créé une cuvée umami, qui s'appelle Blue Label Umami pour Kei. Génial. Donc c'est une bouteille qui a un certain prix. Et là, ça permet quand même aussi de voyager pour faire des événements autour du monde. Il a fait 4 événements, New York, Singapour, LA. Enfin, c'est des choses incroyables. Quel est le parcours
si on remonte le fil justement, qui fait que tu en arrives aujourd'hui à proposer et à imaginer avec des chefs des événements de cette ampleur-là? On remonte le fil. Il y a le magazine, il y a l'héritage paternel. Comment on fait la charnière et comment on devient agent? Alors ok, il y a eu cette histoire de parle-en aux copains, soufflé par ton mari. Comment ça démarre après? Comment ça démarre? En fait, c'est très très long à démarrer une boîte d'agents de chef. C'est pour ça que moi, ça me fait marrer quand les gens disent qu'ils sont agents de chef, parce qu'ils se rendent pas compte qu'avant de gagner de l'argent, entre guillemets, ça prend quand même 2-3 ans. Parce que entre le moment où la marque, où tu commences à travailler avec la marque, le moment où le partenariat se met en place et le moment où le chef est payé, en général, il se passe 1 à 2 ans. Donc toi, tu touches ta com au bout de 2 ans. Alors peut-être que les autres sont plus intelligents que moi et qui facturent dès le début, mais en tous les cas, moi, c'est pas du tout ma volonté. Moi, je suis là pour accompagner les chefs, donc c'est les chefs qui gagnent, je veux dire, le fruit de leur travail, et après, ils me reversent ma commission. Donc forcément, c'est long. Moi, j'ai fait un choix, justement, après le Covid, comme il y a eu tous ces agents, eux, ils multiplient. Donc ils font plein de petits deals. Donc forcément, si tu fais plein de petits deals, si tu touches entre 10 et 20% de plein de petits deals, tu gagnes peut-être le même salaire que moi en un deal. Voilà. Moi, j'ai choisi de me concentrer sur les gros deals. Parce que je pense que les chefs avec qui je bosse, ils sont déjà tellement occupés dans leur cuisine, ils n'ont pas le temps non plus de faire 1000 événements. Voilà. Et puis il y a un moment, le chef, s'il est sérieux, il peut pas faire trop de contrats. Ceux qui font trop de contrats, en général, ils se plantent parce que la marque est pas contente. Donc moi, c'est très bien pour moi, puisque je récupère des marques en fait finalement qui me disent mais j'étais avec un tel, ok, il avait une super notoriété, mais alors franchement le travail était pas très bien fait. Je dis moi, je vous garantis en fait, marque et chef, quand tu travailles avec marque et chef, c'est garanti que le travail est bien fait. Comment on est passé d'un copain, d'un premier, à un deuxième, puis un troisième, puis à ce que tu es devenu aujourd'hui en fait, comment on avance, comment on progresse? En fait, c'est triste, mais c'est comme tout dans la vie. Tu commences avec des gens, puis après, à un moment, ça s'arrête, puis tu en as des nouveaux. Donc, il y a en fait toujours un nouveau qui arrive. Aujourd'hui, comme j'ai l'activité à côté des bouquins, c'est vrai que j'ai tendance à refuser quasiment tous les chefs qui me demandent. Mais après, il y en a qui arrivent à me convaincre. Tom Meyer, il y a 2 ans, il m'a bien convaincu. Je pouvais pas lui dire non. Donc, pourquoi pas dire non à Tom Meyer? Voilà, c'est difficile de dire non à un mec comme ça. Puis aussi intelligent, drôle, et puis qui a la bonne mentalité, quoi, qui a envie de faire, qui a envie de bien faire, qui a pas envie de trop faire. Moi, je peux pas suivre quelqu'un qui veut tout faire n'importe comment, dans tous les sens. Moi, je suis une ligne, je suis une stratégie. C'est toujours ma première question quand je rencontre un chef, c'est quoi ton objectif à moyen long terme? Et en général, je vois tout de suite si ça va le faire ou pas. Aujourd'hui, là, ce sont les chefs, et on en parle, qui viennent taper à ta porte. Au début, c'est pas toujours le cas. Comment on fait? Comment tu t'es approché des premiers? Qu'est-ce que tu leur as proposé? Comment tu t'es dit? Comment t'as vendu en fait ton histoire au début quand tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui? Déjà, j'ai la chance de m'appeler Hélène Luzin, donc ça aide. Donc Luzin, c'est vraiment ça aide beaucoup dans cette profession. Après, je me suis rendu compte très vite que c'est pas parce que t'as le nom de ton père, si t'es pas bonne, t'es pas respectée. Donc il faut arriver à se faire un prénom. Donc je pense que au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à faire mon trou. Et en fait, les chefs, font confiance parce que de toute façon, ils ont rien à perdre. Tu dis écoute, je dis n'importe quoi, Eric Prat, je vais être ton agent. Ah oui, d'accord, qu'est-ce que ça implique? Ça implique on va se fréquenter un peu parce que faut qu'on soit un petit peu quand même connectés. Moi, mes chefs, je les ai régulièrement au téléphone. Je suis hyper j'ai besoin de les avoir au téléphone, j'ai besoin de me nourrir de tout ce qu'ils font pour pouvoir justement mieux travailler. Donc au début, il faut leur vendre quand même que tu vas un peu les coller. Ouais. Mais ça va, comme j'aime bien manger, ils sont contents. Et ceux qui m'ont pas vraiment ouvert comme ça leur porte, ça marche pas en fait. Je me suis très vite rendu compte que ça marchait pas parce que en fait si c'est juste pour avoir un agent, moi ça m'intéresse pas. J'ai quand même des relations assez proches avec eux. Et après de toute façon tu leur apportes de l'argent, donc ils vont pas te dire non. Hein. Tu leur coûtes rien. Nous un agent, on est payé à la com. Donc ils ont rien à perdre. Il faut juste qu'ils aient envie de danser avec toi là-dessus, quoi. Donc il s'agit de mettre en relation certaines maisons,
dont les valeurs, j'imagine, te correspondent, et des chefs qui fit. Comment tu fais pour savoir qu'un mariage va bien s'opérer entre une marque et un chef? Bah ça, c'est justement tout l'art du métier. C'est déjà de hyper bien connaître le client et de bien comprendre ses besoins. Ce que me disait toujours mon père quand on avait des clients publicitaires au magazine, il me disait mais Hélène, si t'y vas en déblatérant ton truc, ça sert à rien. Déjà, t'écoutes et tu comprends leurs problématiques. Donc déjà. Donc là, on se parle de la marque. Voilà. Quand la marque vient me voir, moi je leur dis écoutez, voilà comment je travaille. Donc je travaille pas comme les autres. Je vais être hyper franche avec vous. Je vais pas vous vendre des trucs qu'on peut pas faire. Parce qu'il y a des marques, parfois, elles disent des choses, elles veulent des choses qui sont juste too much et que le chef aura pas le temps. On peut très bien le dire, oui, mais après, ça marche pas. Et une fois que j'ai bien compris la problématique de la marque, en général, clac, j'ai un chef de l'agence qui pop-up comme ça, tac, tiens, je vais proposer à lui. Après, il y a des chefs dans mon agence qui sont plus ou moins ouverts au contrat. Il y en a qui ont envie d'en faire, il y en a qui ont moins envie d'en faire. Donc tout ça, ça dépend aussi de la problématique du client et de qui a envie de le faire. Ouais. Les jeunes, ils sont beaucoup plus ouverts parce que, par exemple, je travaille avec Clément Bouvier, qui est un jeune chef à Tignes. Bah, lui, il est quand même fermé 4 mois dans l'année. Donc, comme il me dit, il faut que je m'occupe. Ouais. Et comme ces gars-là, ils ont besoin de travailler tout le temps et que 4 mois, même s'il a tous ses restaurants à faire tourner, même tout, il va me dire, ouais, j'ai envie, je suis curieux, j'ai envie de faire des choses avec des marques. Donc lui, il est cool, il est plutôt preneur. Et après, on va ensemble, une fois que j'ai identifié un chef, si jamais il plaît à la marque, on va ensemble visiter, voir la marque, ce qu'elle fait, on check tout, et en général, ça se passe bien. Comment on construit ce lien qui unit un agent avec son chef, ce lien qui unit un agent avec une marque? C'est quoi? On imagine que c'est du temps, que c'est de la confiance. Comment on prouve ses compétences? Alors, comment on prouve ses compétences avec les chefs? C'est en leur rapportant du business, forcément. Ouais. Donc, des belles marques avec qui ils ont envie de s'associer. Mais il s'agit pas que de ça. J'imagine qu'il faut que tu montres quand même un certain savoir-faire et une certaine connaissance de cet univers. Alors toi, tu me diras que t'as baigné dedans. Alors, j'ai effectivement la chance de bien connaître cet univers. Après, grâce aussi à mes livres, je mange partout. Ça, c'est le bon plan, non? Tips pour les gens. Voilà. Faites des livres. Faites des livres. Bon, par contre, ça rapporte pas d'argent. Voilà, pour le coup, mais vous mangerez bien. Faites agent, vous gagnerez plus d'argent. Ça en dit long sur le lien que tu dois entretenir avec les chefs. Ça, peut-être même plus que ton métier, raconte en fait l'histoire que tu partages avec eux au quotidien. Comment tu la définirais, cette relation? J'imagine qu'elles sont toutes différentes, mais en fait, c'est un jour un chef m'a dit ça. C'était très 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 mignon de me dire ça d'ailleurs. C'est le chef du Taïwan, Stefano. Je sais pas si tu le connais. Très sympa avec son bel accent italien. Et je lui envoie un petit message. Je dis ça me fait plaisir de te voir à tel événement. Et il me dit mais finalement j'ai l'impression d'avoir grandi avec toi, que tu fais toujours partie du paysage. Donc, je suis trop content. Ah oui, parce que j'étais allée déjeuner chez Taïwan. Il me dit, je suis trop content de t'avoir reçu chez Taïwan parce que, en fait, depuis que j'ai commencé dans ce métier, je t'ai toujours vu dans le paysage. Donc, en fait, je pense que c'est ce côté un petit peu rassurant où finalement, on me voit tout le temps un peu partout. Et c'est vrai que parfois, j'ai pas toujours envie d'aller aux soirées, mais après, quand j'y vais, je suis toujours contente parce que un chef que j'ai pas vu depuis quelques années, une chef avec qui j'avais bien parlé, qui a vachement évolué depuis 2 ans. Donc le fait d'avoir la chance aussi d'être un petit peu invité partout, de pouvoir faire tous les grands événements, fait que tu vois ces gens tout le temps. Donc en fait, tu fais un peu partie du paysage, je pense. Ça en dit aussi, ça en dit long sur la nécessité de s'exposer ou en tout cas d'être présent, visible dans ce milieu. Dans ce milieu, t'es obligé. Si tu vas pas aux soirées, t'es morte, en fait, on t'oublie. Par exemple, mais encore faut-il être invité, parce que moi, par exemple, je connais beaucoup, d'attachés de presse qui aimeraient aller dans les soirées, ou d'agents, des jeunes agents qui aimeraient aller dans les soirées, mais ils sont pas forcément invités. Moi, j'ai cette chance d'être invitée, je pense, parce que ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Et que j'ai accompagné des chefs un peu partout, puis que j'accompagne aussi des très belles marques comme Caviari et Valrhona, avec qui je bosse main dans la main depuis 10 ans et qui sont des marques qui me correspondent, qui correspondent aux chefs avec qui je travaille. Donc du coup j'ai un petit cercle un peu, où finalement on se voit tous tout le temps parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements.
Aujourd'hui, il y en a presque trop. Mmh. Je pense que même pour les chefs, c'est pas facile. Il y en a, ils me disent, oh là là, oui, je suis invité là, est-ce que je dois y aller? Bon, voilà, est-ce que c'est un petit conseil, tu vois, Oui, c'est bien pas sûr. grand-chose. Bien sûr. Comment c'est perçu? Parce que là, on se parle de marque de manière hyper décomplexée, parce que de fait, il est question d'argent. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des chefs qui sont réticents à l'idée de mélanger, entre guillemets, leur savoir-faire et l'idée qu'ils se font de leur métier au fait de faire une collab ou d'aller faire un dîner ou de bosser sur un produit avec une marque? Ça doit pas passer partout, ça? Non, alors, je vais être très honnête, moi je suis vraiment dans une relation hyper open avec mes chefs, c'est-à-dire qu'ils me disent, en fait je leur demande, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un no-go? Ouais. Est-ce qu'il y a des marques qui sont un no-go? En fait je leur Et demande. ça arrive, ça? Bien sûr. Et c'est quoi qui bloque en général? Des valeurs, des... Par exemple, un chef comme Alexandre Couillon, il veut tout le temps être dans sa cuisine, il quitte jamais son restaurant. Ouais. Donc même si tu lui proposes parfois des très belles marques ou un très bel événement, il va dire bah non, je suis ouvert. Bon bah tu dis bah Alex, c'est quand même. Donc c'est pas possible avec lui, par exemple. Lui c'est injouable. compliqué, mais Ah ouais. on y arrive. On y Petit arrive. message. Non mais on y arrive. Mais bon, c'est tout à son honneur. Voilà, c'est quelqu'un qui incarne, qui est tout le temps là. Bon après, les autres ils s'absentent pas beaucoup. Après il y en a oui qui s'absentent bien sûr. Mais moi c'est vrai que j'ai des chefs qui sont plutôt Arnaud Lallemand, il s'absente jamais de sa maison. Ouais. Eric Prat non plus. Enfin, voilà. T'as choisi les c'est bons. pareil. Moi j'ai quand même pas choisi la facilité, hein, parce que c'est vrai que ces chefs sont bah, ils veulent être là pour leurs clients, mais je trouve ça super. Moi, quand ils me disent, Hélène, j'ai pas envie de faire ton truc parce que mes clients sont à la maison et je les reçois comme à la maison, je dis, ok, chef. Et puis, il faut savoir respecter aussi. Ah oui, oui. Tu peux rien imposer. Enfin, en tous les cas, si t'imposes, t'es vraiment maladroit ou maladroite. Tu ne peux rien imposer. Après, les jeunes sont un peu plus ouverts sur ça, mais je pense que aussi les chefs, ils arrivent à une maturité parfois où ils ont plus pas forcément envie de faire ça en fait. Et au final, bon voilà, je peux très bien proposer un chef qui est pas de mon agence. D'accord. J'ai aucune espèce d'exclusivité. Et d'ailleurs, les chefs n'ont pas d'exclusivité avec moi. Enfin, je pense que c'est un peu has-been. Je pense que c'est l'année 80. Moi, j'ai vu des contrats de jeunes d'agents tourner. Waouh, je me dis jamais un chef ne signera ça. Je veux dire, enfin, je vois des contrats, ils parlent de 30%, mais ça n'existe pas dans ce métier. Prendre 30% d'un contrat, t'as rêvé en fait. Ah ouais. C'est bizarre, hein, cette ère du temps là où on a l'impression qu'il y a des nouveaux entrants et qu'il y a des règles qui se redéfinissent, des gens qui essayent de changer un petit peu les usages, de trouver une place. Et c'est pas si facile que ça en fait, parce que il faut avoir fait sa place, il faut avoir son expérience, il faut être reconnu, il faut avoir travaillé la fidélité. C'est bizarre quand même que plein de gens essaient de se lancer. Et quel que soit le métier en fait, hein, parce que tu le vois toi à ton échelle sur ta partie, mais c'est vrai dans tous les terrains de la communication, de la food aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas. J'adore. Non, après le tri se fait tout seul, hein, je pense. Moi. Voilà. Déjà, ça écume souvent, et puis après, ceux qui font comme moi entre guillemets. Après, j'ai pas inventé le métier, j'ai peut-être inventé, j'en sais rien, un relationnel qui, je pense aujourd'hui, est super pour moi. Mais comme dit Coco Chanel, hein, elle dit prenez mes idées, c'est pas grave, j'en aurai d'autres. Après, il y a un jeune qui a monté une boîte avec qui j'ai déjà déjeuné, qui est hyper sympa. Donc voilà, moi je suis pas fermée. Les gens quand ils me contactent, je vais les voir. Et ce gars en question, il s'appelle Valentin, et il est super sympa. Mais on fait pas le même métier en fait. En fait, en parlant, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur les mêmes univers en fait. Mmh. Mais toi, du coup, t'es quand même obligé. Tu parles d'agence, tu parles de chef, mais tu parles aussi du fait que t'es assez libre. Et il y a ce côté un peu électron libre. Il faut quand même que t'aies un panel de chefs, un réseau. Enfin... Bah, aujourd'hui, le panel, je l'ai quand même dans l'agence. Les chefs qui sont sur mon site internet, ça représente quand même, je pense, un peu de tout. Tu trouves un peu de tout. Ouais. Et après, mais ça fait beaucoup, non? Quand même. On n'est pas sur 4-5 noms, là. Non, mais en fait, ça fait beaucoup si chacun fait des tout petits contrats, en fait. Mais aujourd'hui, moi, je m'attache à faire des contrats d'un certain niveau financier, niveau intellectuel, niveau de marque. Qu'est-ce qui fait un beau contrat? Au-delà du fait que ça peut représenter, par exemple, je sais pas, X thunes en production ou en machin, au-delà de l'argent, alors, qu'est-ce qui pour toi fait... C'est très très simple, et le roi du contrat réussi s'appelle Gaël Lorieux, il a un restaurant Auguste à Paris. Ouais, on embrasse, il a une étoile. Et ce chef, quand on a un contrat avec une marque, il arrive à re-signer à chaque fois 2, 3, 4 années. Donc ça, pour moi, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que le mec a été tellement bon que la marque le garde.
Et comme je disais en préambule, le plus dur, c'est de durer dans ce métier. Tu peux faire des grandes déclarations sur ton Instagram en disant que t'es la nouvelle machin, la nouvelle bidule, que c'est super, que le déclaratif. Moi, je ne travaille qu'avec la preuve. Donc, en fait, j'aurais voulu être commissaire. Moi, je suis un commissaire divisionnaire de police frustré. Et je pense qu'en fait, il y a que la preuve et qui marche, et surtout la durée. Donc, quand un gars comme Gaël Horiot, il fait tellement bien ses contrats que la marque, elle reste avec lui pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans. Voilà. Ça, c'est un truc qui fonctionne. Alors après, tu vas me dire, mais Gaël Horiot, c'est pas le plus bankable des chefs aujourd'hui. Bah ouais, mais tu sais, en fait, bien vendre, c'est pas forcément de vendre le chef le plus bankable. Parce que le chef le plus bankable, la marque, il s'en fout un peu parce qu'il a 10 contrats. Ouais. Donc derrière, la marque est frustrée. Donc nous, on est très contents avec Gaël puisqu'on récupère des gens frustrés et on fait un super boulot et derrière, ça cartonne. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'une collab, par exemple, peut ne pas fonctionner? C'est quoi en général qui bloque l'investissement? Tu parlais tout à l'heure que des chefs pouvaient arriver et ne pas s'investir à hauteur des attentes d'un annonceur. C'est quoi les fails? Bah, les fails, c'est vraiment de promettre certaines choses ou même de mettre dans un contrat parce que c'est quand même très encadré. On est quand même sur des contrats de 15-20 pages, parfois plus courts, mais on est quand même sur des vrais contrats. Aujourd'hui, les contrats, ils évoluent énormément. Un contrat raté, c'est quand le client n'est pas content, en fait. Mais qu'est-ce qui fait que parfois ils sont... Enfin, je touche du bois, mais ça m'est vraiment pas trop arrivé, quoi. C'est quoi le plus beau, alors, du coup, à l'inverse? Pour toi, le truc le plus dingue, la plus belle collab que t'aies fait tout à l'heure, tu parlais des voyages de Kay. Bah, oui, parce que ça, c'est vraiment une très belle collab parce que la marque a mis des moyens énormes sur lui, a sorti une cuvée umami à son nom, donc ça, c'était vraiment pour moi. Et ça a du sens aussi. C'est aussi ça, j'imagine, qui est intéressant. C'est quand parfois, c'est pas juste une histoire de thunes et de machin, c'est qu'il y a quelque chose qui Bah, en fait, t'as tout dit, là. S'il y a du sens, ça marche. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, forcer un contrat, forcer un chef sur une marque, ça marche pas. Il faut vraiment que le chef soit un petit peu dans l'ADN de la marque et respecte la marque. S'il y a pas de respect, si le chef fait que ça pour l'argent, ça marche pas. Mais en fait, chez moi, ça existe pas parce que si un chef fait que ça pour l'argent, c'est pas un chef de mon agence. Ouais. Culturellement, il y a quand même un truc aussi en France. Quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de vente, on pense souvent au fait qu'on est vendu. C'est un mot, vendu. C'est pas rien de dire que quelqu'un est vendu, par exemple. Ça en dit long, en fait, sur le côté négatif qu'on met derrière ce mot-là. Or, on peut vendre son savoir-faire, on peut vendre son image. Ça devrait pas forcément être négatif. C'est parfois difficile chez les Français de comprendre qu'un chef peut se vendre à une marque. Culturellement, il peut y avoir des blocages, non? Bon, après... Honnêtement, c'est pas nouveau, hein. Joël Robuchon avec Fleury Michon, Michel Guérard avec Findus, enfin. Non. Ouais, mais c'est chaud, hein. Mais... C'est chaud, non? Ouais, c'est chaud, mais dans les années 70, c'était pas chaud du tout, hein. Ouais. Dans les années 70, non, peut-être 80. Ouais, si, 70-80. C'était pas chaud du tout. Au mais contraire, tout le monde trouvait ça génial. Ah, les oui. petits plats de Joël Robuchon à Monoprix, c'était génial. Bah, aujourd'hui, oui, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est chaud, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire peut-être un peu attention, j'imagine, à l'attelage que tu dois former. Bah, ça me paraît être une dès évidence. que j'ai une marque un peu qui est pas une marque, par exemple les alcools ou la joaillerie, toutes ces marques-là qui sont des marques haut de gamme, il y a pas de problème. Ouais. Après, c'est sûr que quand ce sont des marques un petit peu plus industrielles, c'est ce que je te disais, on va visiter le siège, on va visiter les usines, on demande, on pose des questions. Ouais, mais ça, le grand public, c'est pas forcément ce que vous avez vu, c'est pas forcément ce que vous avez observé. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que au-delà de cautionner, entre guillemets, un produit dont certains pourraient remettre la valeur en cause, il y a aussi le truc de dire, putain, il a fait ça pour le fric. Basta. Combien de fois en France, quand on voit des trucs, on se dit, ah putain, il a encore fait ça pour la thune, pour se payer une véranda, pour payer ses impôts. Il y a quand même des experts aujourd'hui en France, je vais pas les nommer, mais enfin, t'as quand même des chefs, je sais pas, ils ont 20 contrats en même temps, quoi. Enfin, je veux dire, oui, il y en a, ils y vont, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément toujours bien vu de la part du public d'en faire beaucoup. J'ai cette impression, moi. En France, t'es pas
Dans des pays anglo-saxons, si tu fais des collabs, si t'es exposé, si tu fais des marques, c'est plutôt un truc de réussite. Aux États-Unis, on te demande combien tu gagnes, ça pose pas de problème. En France, si on te demande combien tu gagnes, c'est la honte de dire ton salaire. Donc, oui, c'est vraiment culturel. Après, il faut faire attention, et je pense qu'en fait, les chefs, quand ils acceptent un deal, il faut qu'ils l'assument jusqu'au bout. En fait, voilà. Après, il y en a, je les ai vus défendre. Hein. Il y en a qui défendent des marques. Hein. Donc, ils savent où ils vont. Enfin, je pense que c'est vraiment une question de pleine conscience de ce que tu fais, et après c'est de l'assumer. Moi, je leur dis toujours, hein, si tu assumes pas, il faut pas faire. Ouais, mais tu dois aussi les protéger de l'exposition. J'imagine que parfois tu dois leur dire là t'en as fait trop, ou là non. Franchement, les chefs avec qui je bosse, ils en font pas trop. Franchement, tu peux regarder toute la liste sur mon site internet. Ouais. T'en as aucun qui en fait trop. Oui, mais parce que c'est pas ton truc justement. J'imagine qu'en faire trop, c'est pas une bonne idée. Mais de toute façon, ils me disent non. Par exemple, Arnaud Lallemand, je peux lui proposer plein de choses. Il dit souvent non. Ou Alexandre Couillon, il dit souvent non. Mais moi, ça me dérange pas. Je préfère qu'ils, en pleine conscience, fassent ce qu'ils veulent. Moi, je veux pas les forcer. Après, t'as des jeunes chefs moins jeunes, ils font n'importe quoi. Mais vraiment, aujourd'hui, je sais même pas comment ils peuvent faire ça. Je comprends pas. Ça veut dire quoi, faire n'importe quoi, sans donner d'exemple et sans citer. Faire trop. Mais après, s'ils l'assument, encore une fois, tant mieux pour eux. L'exposition médiatique de certains, et notamment des plus jeunes générations, j'imagine qu'elle a pas aidé à faire le tri. J'imagine que, par exemple, quand on sort de Top Chef, typiquement, si on se rappelle des candidats des premières saisons, aujourd'hui c'est plus exactement la même chose. Quand on sort de Top Chef, on se dit qu'on a une durée de vie d'1 an, et que pendant 1 an, il faut un peu prendre ce qui passe. Et eux, par exemple, j'imagine qu'ils doivent être extrêmement sollicités par les marques. Il y a un très bon exemple. Oui, c'est un très bon exemple. Tu as des gars qui sortent de Top Chef qui font des trucs hyper quali avec des marques hyper carrées, et t'en as, ils font tout et n'importe quoi. Donc on verra où ils en seront dans 10 ans. Mais ça peut griller, tu penses? Mais bien sûr. Mais en quoi et sur quel terrain? Pour moi, par exemple, les chefs avec qui je bosse, vu qu'ils veulent travailler et avoir des étoiles, je pense que si tu fais n'importe quoi, c'est compliqué de se concentrer sur un restaurant pour avoir des étoiles. Donc ça dépend de ton objectif. Encore une fois, comme moi... Mais en termes d'image, parce que là, effectivement, un mec qui bosse pas et qui passe son temps à faire des collabs et qui est pas dans sa cuisine... Au bout d'un moment, il y en a plus des collabs. Enfin, faut arrêter de rêver. Je veux dire, tu sors de Top Chef, t'es à la mode, mais 2 ans après, t'es plus à la mode. Enfin, on pourrait prendre la liste des candidats. Moi, si je te dis, cite-moi 10 noms de gens qui ont gagné Top Chef, tu peux pas. Ah non, pas 3 d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est très bien. Mais en fait, ma recommandation, en tout cas, moi, Hélène Uzin, mais après, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. En tous les cas, vu que pour moi, je travaille avec des chefs qui veulent des étoiles, il faut être raisonnable dans tout ce qu'on fait. Oui, c'est ça, t'as un discours qui est assez pondéré. Hyper pondéré. Et quand j'en vois qui font n'importe quoi, je me dis, ok, lui, dans 2 ans, plus personne n'en parle. En fait, il faut choisir. Il faut quadriller. Tu peux pas faire 50 collabs n'importe comment. Quel conseil, si tu devais... ce sera ma dernière question, mais si un chef vient te voir en te disant... pour X raisons d'ailleurs, tiens, j'ai envie de faire d'autres choses, de sortir un peu de ma cuisine, de faire de l'événement, de voyager... C'est quoi le conseil premier que tu donnes à un chef quand il veut s'aventurer hors de son territoire? C'est quoi le plus important à avoir en tête? Ça dépend de son objectif. À moyen long terme. Ouais. C'est ça que tu essaies de voir tout le temps. Et donc en fait, à chaque chef, t'adaptes un chemin, une manière d'être différente. En général, ceux qui sont avec moi aujourd'hui, ils ont tous la même... ils sont tous du même style, en fait, au final. Même si... Mais c'est toi qui l'as dessiné, ça. Je sais pas. C'est toi le dénominateur commun. Donc à un moment, s'ils se ressemblent, c'est parce que c'est toi qui as fédéré ces gens autour de toi. Parce que c'est ceux que j'aime, en tous les cas, je pense. Donc oui, certainement. Oui. Et ça passe par quoi? Qu'est-ce qui les relie? Quelles sont les valeurs? Parce que là, tu vois, tu touches un truc qui est... C'est qu'en fait, t'as créé quelque chose qui tourne autour de toi, qui te ressemble, qui te parle, des gens dont la cuisine ou dont l'état d'esprit certainement te parle. C'est quoi qui les réunit? C'est quoi leur point commun? Qu'est-ce que t'aimes chez un chef, toi? Je dis toujours l'humilité, mais tout le monde se fout de moi quand je dis ça, mais c'est tellement vrai, quoi. Je peux finir par conclure, hein. Maurice Sacco et sa femme, je les adore, c'est des gens extraordinaires. Qui n'aime pas Maurice Sacco? Il n'y a pas plus humble que d'eux, il n'y a pas plus souriant que Maurice Sacco. Voilà, quoi, je pense que c'est un exemple pour tout le monde.
Et je pense que les chefs avec qui je bosse aujourd'hui, ils sont tous humbles à leur façon et ils veulent bien faire. Après, ils ont encore tous un gros objectif d'aller plus loin dans leur carrière. Ça, c'est sûr. Je veux dire, j'ai trop commencé à travailler avec Kay. Il sortait du Plaza. J'ai toujours su que c'était un mec incroyable. J'ai eu raison. Il était fidèle depuis toujours. Donc, je pense que les gens avec qui je m'entends bien, les gens que j'aime, parce que oui, il y a un peu d'amour, ils restent avec moi depuis longtemps et je suis bien comme ça. Et même ceux je suis pas en train de les regarder en disant lui il va me rapporter tant, il va me rapporter tant. Voilà, si on gagne pas d'argent une année, c'est pas grave. En fait, je suis toujours là. Voilà, on n'est pas dans cette course effrénée à faire pour faire. En fait, on fait, mais on fait bien. On fait pas pour faire. On ne fait pas pour faire, on fait bien. Peut-être que cette phrase-là dit que pour être un bon agent, il faut avoir en premier lieu une ligne et des valeurs, qu'il faut donc affirmer sa personnalité tout en restant dans l'ombre. On se dit alors qu'un agent doit bâtir un lien fort avec le chef qui l'accompagne. Parce que c'est ce que je retiens moi de cet échange, cette relation qui va en double sens, par l'intérêt économique certes, mais aussi par la volonté de créer des belles choses ensemble. En tout cas, j'ai saisi les enjeux de cette collaboration ou la manière dont elle travaille. Ce qui est certain et qui me ravit toujours, c'est de voir cette passion qui anime et qui s'entretient dans le partage. Alors merci Hélène pour ton récit et merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux. Mettez-nous 5 étoiles, commentez, partagez, c'est ce qui nous permet de continuer à animer justement notre passion commune. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un portrait de chef 3 étoiles, alors à lundi pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!